Le commandant Kieffer, c'était le chef des 177 Français qui, le 6 juin 1944, débarquaient sur les plages de Normandie dans le cadre de la plus formidable expédition militaire de tous les temps, l'opération Overlord. Le commando 4, c'était une des unités britanniques de choc à laquelle appartenaient les Français et qui avait pour mission d'investir la petite ville balnéaire de Ouistreham à l'embouchure de l'Orne. Aujourd'hui, un quart de siècle après le débarquement, 40 parmi les 177 hommes du commandant Kieffer sont encore en vie. Et ceux qui reviennent sur cette plage, qu'ils foulèrent à l'aube du 6 juin 1944, conservent chacun un souvenir personnel de cette grande aventure. Une mer, et alors surtout ce qu'il y avait dans vous, c'est rigolo que vous ne semblez pas vous en souvenir, il y avait des nuages noirs absolument extraordinaires, qui étaient des restes de bombardement vraisemblablement. Oui, mais absolument noirs, on aurait dit, je sais pas, des choses qui pesaient très bas d'ailleurs. Vous avez passé aussi. C'était il y avait le bombardement, ouais, les bombardements de la marine de guerre, ou de fumigènes. Fumigènes qui ont lancé pas mal de fumigènes. Ouais, ça faisait noir partout. Jusqu'à 11h du matin, tout était dégagé, il faisait très beau. Oui, ensuite on a eu un peu de soleil. Vers 11h du matin, il y a eu du soleil, il faisait très beau. Oui, après il a fait nettement meilleur. Si vous a donné la main, si on rappelle-toi bien, on avait la main ouest et le rucksack. Oui. Quand la lame nous a pris dans le dos, on se trouvait au bord de la flotte en l'espace de... Sauf ceux qui culbutaient à l'envers. Oui, ça aidait bien. Ça nous a aidés, hein. Tu sais, la lame nous prenait le rucksack, puis on avait la main ouest qu'on avait gonflé. Alors la lame nous prenant, nous a amené, moi pour ma part à moi, elle m'a bien donné la main. Hein. C'est là qu'on culbutait forcément. Alors, ça, ceux-là, hein, mon pote. Nous avons retrouvé 8 de ces hommes, anciens soldats du commandant Kieffer. Le 6 juin 1944, ils étaient animés du même sentiment, chasser l'Allemand. Ils avaient subi le même entraînement, ils étaient vêtus du même uniforme, ils étaient soumis au même danger. Rien ne les différenciait si ce n'est le courage plus ou moins grand, la peur plus ou moins paralysante, la chance plus ou moins souriante. Aujourd'hui, 25 ans après, la vie les a séparés, les a étiquetés. Ils sont dispersés dans la nature, dans les professions, dans l'échelle sociale. Joseph Urqusigaray est basque d'origine. Aujourd'hui, à 48 ans, il est garde forestier dans une gigantesque forêt de l'Orne. Il garde toujours dans son corps des dizaines d'éclats de but, souvenirs de la campagne de Normandie. Quel était votre état d'esprit lorsque vous avez débarqué le 6 juin à Ouistreham? État d'esprit, gonflé à bloc, comme tous les autres. Gonflé à bloc parce que nous nous avions entraîné pour... D'abord, nous savions qu'un jour ou l'autre, il fallait partir, il fallait débarquer sur une côte quelconque d'Europe. Nous ne savions pas exactement où. Il nous fallait du bush. Vous aviez donc la haine de l'allemand? Oh oui. Moi, personnellement, je ne pouvais pas admettre qu'il fallait tout faire pour le chasser de chez nous. Après tout, nous sommes français et je ne pouvais pas admettre que le bush reste chez nous. Vous avez débarqué à Ouistreham, alors absolument gonflé à bloc. Ah bah oui. Vous auriez fait n'importe quoi. Oh là. Ah oui, certain, mais c'est certain. Là. Nous étions contents de débarquer en France. Oui. Nous avons refusé de mettre nos casques, nous voulions notre béret vert. Nous étions fiers comme Artaban. C'est le béret que vous aviez à l'époque, ça? Ah ben oui, celui-là, oui. Vous pouvez le mettre? Ah ben oui, puis nous le mettions à l'anglaise, proche sur le côté droit. L'insigne, c'est là, mais... C'est qu'en dehors de l'entraînement, vous savez que l'armée anglaise, les Anglais sont très disciplinés, hein, c'est un peu comme les Allemands. Pour ça. Ah, il fallait articuler les cuirs, il fallait se présenter en tenue de sortie dans les 5 minutes. 5 minutes après, ils voulaient faire de la culture physique, c'était un petit peu pour vous travailler le moral. Ils vous laissaient une demi-heure avec une gueuse à bout de bras. C'était un petit peu, vous voyez, pour nous travailler le moral, nous travailler un peu le tempérament.
Et vous avez tous débarqué comme ça sans casque? Ah ben oui, les Français, oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait des premiers prisonniers allemands? Ils n'étaient pas liquidés, les premiers prisonniers, là? Ah non? Non. C'est-à-dire, on en a liquidé, si. Oui, il faut quand même pas le dire, quoi. Ce n'était pas dans les règles de l'art. De la guerre? De la guerre, plutôt, oui. Ah si, je me souviens que Lopestin, il ne s'est pas gêné pour en descendre. Oui. Ah ben oui, il fallait bien. Ben, dites, on tue du Boche ici. Et si c'est lui qui nous tue, je préfère tuer que de me faire tuer, moi. Quand tuer quelqu'un, en temps de paix, tuer quelqu'un, c'est une faute grave. Hein, mais en temps de guerre, si vous ne tuez pas, on vous bousille. Hein. Qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un? Rien. Ah, ça fait plaisir. Ben, tuer un Boche, ah ben non de Dieu, oui alors. Ah ben si, ça faisait même plaisir. Encore un qui ne nous aura pas. Puis nous les comptions presque. Et puis après, quand on y repense, maintenant par exemple? Ben, pourquoi avoir fait tout ça et pour qui? C'est vrai, pourquoi? Pour qui? On se le demande. Non, mais écoutez, Fournier est quand même apte à déterminer comment il veut présenter ses trucs. C'est les siens plus que les miens. Ah ben, Maurice Chauvet de la Porterie, dessinateur dans un bureau parisien de recherche aéronautique, vit dans le souvenir permanent des événements de 1944. Et puis, qu'il le présente au mieux pour lui, c'est sûrement bon pour moi. Merci. Bon, c'est toute la journée comme ça. Beaucoup de travail? Oui. Ben, je suis en train de monter la maquette que vous avez là dans le coin. C'est une photo du débarquement que vous avez derrière, là? Ça, oui, c'est une photo... C'est même une des meilleures photos que je connaisse, parce que c'est les gens du 45 Royal Marine Commando qui ont débarqué vers 10 heures. Et la photo est précieuse en ce sens que sur 11 hommes repérés dessus, il y en avait 10 qui étaient morts avant 5 heures de l'après-midi. C'est eux qui ont ouvert le chemin de Ouistreham à Pegasus Bridge, sur les 6 km, et ils ont laissé un homme tous les 100 mètres à peu près. Il y a 25 ans que ça s'est passé, ça. Vous y repensez continuellement? Non, continuellement, il ne faut pas exagérer, mais enfin... Oui, plus qu'on veut bien l'avouer probablement. Est-ce que vous avez été traumatisé par ces événements? Ah ben pour moi personnellement oui, d'autant plus que je me suis trouvé avec j'ai eu un obus de mortier qui a éclaté à 2,50 m de moi le 10 juin, alors ça pour moi le traumatisme est net, par blessure directe. Par contre oui, on a été traumatisé, on ne prépare pas une affaire de ce genre-là sans qu'il en reste des traces. On avait été mis en condition et au fond on s'en est jamais remis. Vous dites qu'il en reste des traces, chez vous quelles sont ces traces? Je sais pas, hein, ça influe sur tout, même sur le style de vie, sur la façon de considérer la vie, sur la façon de considérer la mort, sûrement. Très difficile de dire, parce que je sais pas du tout, j'aurais pas été dans l'entreprise du 6 juin, je me rends pas compte du tout comment serait arrangée ma vie, seulement je pense, et la plupart de ceux qui étaient avec moi d'ailleurs ont sûrement, même s'ils ne sont pas capables de l'exprimer, pensent la même chose. On était probablement dans l'entreprise la plus importante de l'époque, on n'aurait pas voulu ne pas y être. Je crois que quel que soit ce que nous offre la vie, on ne trouvera jamais quelque chose qui nous paraisse aussi intéressant, une époque aussi passionnante, une époque où on avait l'impression de servir, d'être plus ou moins le moteur d'un monde qu'on allait faire, qui ensuite s'est pas fait d'ailleurs. Les 2 tiers de l'année, le paquebot France représente l'univers de Marcel Rollin, garçon de cabine. Marcel Rollin, havrais, délégué de la CGT, le syndicat communiste, est marié à une Anglaise qu'il connut lors de son entraînement de commando en Angleterre. Si c'était à refaire le débarquement, vous le referiez? Non. Pourquoi? J'en éprouve pas l'utilité. Puisque depuis Libération, il y a une 50aine de conflits et guerres.
On croit toujours à la paix, et la paix ne vient jamais, puisque ça continue. Et je crois même que la jeunesse actuelle n'est pas chaude pour le faire non plus, parce que le patriotisme, c'est un vain mot. Actuellement, les jeunes n'y croient plus, ça parle chez eux. Et juste raison, il n'y a plus d'idéal à combattre. Pourquoi se battre? Si on servait les pays sous-développés, autrement qu'avec des armes, il y aurait un monde meilleur. Et c'est justement que c'est dans ce sens-là qu'il faut abonder. Vous avez le sentiment que c'est inutile ce que vous avez fait? Certainement, oui. Et je crois que c'est l'impression de beaucoup de mes camarades. On n'a pas seulement subi l'aigreur, mais l'expérience depuis, justement, cette libération, eh bien, nous prouve qu'il n'y a rien eu de bon d'amener avec les armes. Vos copains d'alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Eh bien, je les vois avec mes yeux d'il y a 20 ans, évidemment, quand on se rencontre chaque année au débarquement. Mais quand on rentre dans le fond du problème, dans les discussions, eh bien, on s'aperçoit que c'est plus le sentiment qu'on avait à l'époque. On est revenu en 46 après la guerre. On a été démobilisés au début 46. Les places étaient prises. Il n'y avait rien pour nous. Il y avait encore ces sentiments gaullistes et pétainistes. Oui, autrement dit, vous avez le sentiment que non seulement vous n'avez pas été récompensé, mais que par-dessus le marché, vous avez été lésé par rapport aux C'est-à-dire, autres. on ne recherchait pas une récompense toute spéciale, on cherchait simplement à vivre. Oui. On n'a pas eu la chance de pouvoir vivre, puisque certains sont tombés vraiment dans la dégradation totale. Ils se sont mis dans l'alcool, d'autres ont mal tourné, d'autres ont repris leurs activités, comme moi qui avais ce métier. Mais certains n'avaient rien, ils sont partis en Angleterre à 16 ans, 17 ans et 18 ans. On a même un gars, Rosset, qui a triché, qui était commando à 16 ans. Il disait qu'il avait 18 ans. Vous comprenez? Alors ces gars-là n'avaient pas de métier avant-guerre. C'était des gosses qui sortaient de l'école. Quand ils sont revenus, ils n'avaient rien sous la main. Il fallait travailler, il fallait trouver du travail. Gaston Copin, champenois, épicier, rue de la Motte-Piquet, à Paris. Si c'était à refaire, ce que vous avez fait le 6 juin 1944, vous le referiez? Je sais pas. Parce que pour voir ce que l'on voit à l'heure actuelle, ce n'est pas la peine d'avoir fait des sacrifices complets pour rien. Rien. Qu'est-ce qui vous plaît dans la situation actuelle? De A à Z. Tout. La politique surtout? Quand il y a une bonne politique, le commerce marche. Et sinon, à l'heure actuelle, on végète. Tellement les charges sont grandes, alors. Plus ça vient, plus il y en a. Est-ce que vous pensiez à l'époque à la construction d'une nouvelle société ou pour vous l'essentiel c'était de libérer la France seulement? Oui, on pensait d'avoir une nouvelle société, d'accord, mais que tout le monde puisse y contribuer, tandis que à ce moment-là, il n'y a que les officiers qui ont tiré leur part de gâteau et ils ont laissé les hommes se démerder par leurs propres moyens. Vous parlez des officiers du commando? Oui, les officiers du commando. Si j'avais resté au bataillon en Libye, j'aurais au moins quelques bananes parce que c'est tous les officiers qu'ils ont pris. Et chez nous, il y a des gars qui ont fait toute la campagne, ils n'ont même pas la croix de guerre. C'est une honte. Alors, parce que nous étions une unité anglaise, on n'était même pas reconnus comme une unité combattante française. Je pense qu'avec les sacrifices que tous les gars y ont fait, on pourrait avoir une situation que nous avons à l'heure actuelle, tous. Parce qu'il fallait tuer son père et sa mère pour être dans cette unité-là. Et malheureusement, on a laissé des plumes partout et le résultat, vous voyez, nous sommes toujours à zéro. Le Havre, où vit une demi-douzaine d'anciens commandos. Leur rendez-vous, un petit bistrot du port tenu par la femme de l'un d'eux. Leur conversation, presque toujours la même, le débarquement ou l'entraînement en Angleterre. Parce que vous étiez des bagarreurs là-bas? Non, c'est pas... Maurice, on montait pas. On est resté ce que nous sommes. Et lui était un méchant, était un violent, lui. À sa façon. À sa façon, quoi. Merci, monsieur. Mais vous regrettez un peu cette vie, commando? Oui. Je pourrais bien la recommencer. Ah ouais?
trop vieux maintenant. T'es trop vieux. Tu vas pas faire 11 km en 56 minutes, non? Ouais. Pourquoi vous aimeriez recommencer? Ah, parce que il y avait la question de camaraderie, il y avait la question de se partager toutes les bonnes choses qu'on pouvait trouver, tout ça, tous les petits trucs comme ça, quoi. Toutes les bonnes choses qu'on pouvait trouver, les filles, ce que la vie apporte. tous les machins. Ce que la vie apporte. Et quand on tombait sur lui, forcément, il emballait tout, lui. Alors... Si je comprends bien, c'était le Don Juan, lui. Oui, il était pas mal. À cette époque-là. Qu'est-ce que c'est l'air de dire? Écoute-moi, je t'ai admiré, Maurice. Quand tu étais, on était en billette ensemble, je t'ai admiré devant une Anglaise. Elle faisait du tennis, c'était une femme du monde. Tu as après. Ouais, j'avais une fiancée. Tu as après joué du piano. Ça on l'appelait Marjorie. Marjorie, elle jouait du tennis, tout ça. C'était une fille Une femme du monde, une femme du monde. C'était une. Ouais, mais. Et elle m'aimait parce que. J'avais eu un petit franchouillard comme moi, forcément, nerveux, tout ça. Pas mal, pas mal. J'avais ce qu'il fallait pour la grande service. Enfin, elle était très bien. À cette époque-là, parce que tu nous aimais tous, parce que tu voulais cette vie-là, et tu nous as tous plaqués. Plus de bistrot, plus rien. Tu faisais des économies parce que tu étais amoureux. Voilà. Tu as été amoureux d'une femme qui faisait 1m75. C'était de la grande aristocratie. Ouais, des plus grandes. Et puis toi? Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Tu étais amoureux à cette époque-là? Oui. Et maintenant? Tu voudrais recommencer cette vie-là? J'ai gardé T'as gardé ton souvenir bon de Marjorie. souvenir. Un souvenir. Enfin, tu l'aimais, quoi. Puis maintenant, Puis il l'aime encore, tu l'aimes encore? Oui, oui. Maria alors? Ouais, mais elle était plus vieille que moi à cette époque-là, elle a 10 ans. Alors on va voir maintenant comment qu'elle est. Bon, nous étions présentés devant ça quand le dernier bateau de guerre est sorti, là, et ils nous ont fermé les portes au nez. Oui, parce que il y a encore un bateau de guerre à rentrer. Il doit être au digue. Marcel Derrien, ancien marin au long cours, travaille aujourd'hui sur un remorqueur du port autonome du Havre. Vous êtes heureux sur les bateaux comme ça. Au fond, c'est votre véritable vie, ça. Ouais. Ouais. Parce que moi, je me vois pas du tout en usine, être enfermé, ou travailler à la chaîne, des choses comme ça. Moi, ça irait pas. Il faut le soleil, l'air, le vent, la pluie, quoi. Tout ce qu'un marin peut désirer, quoi. Les inconvénients, les avantages des métiers, quoi. Après la guerre, la réadaptation à la vie civile, c'était difficile pour vous? Ouais, très dur. Faut le reconnaître. Pourquoi? Après avoir fait tout ce qu'on a fait, hein, on a été, c'est le moment de le dire, à l'école du crime, quoi. Alors, aigri, on a un caractère avant de se mettre, enfin, comment vous expliquer ça, avant de se mettre au diapason, avant de redevenir normal, quoi. Avant de redevenir normal, il a fallu pas mal de temps, quoi. Et maintenant, j'ai pris de l'âge, quoi. Je suis devenu philosophe. Vous avez le sentiment qu'à un moment de votre vie, vous auriez pu mal tourner dans la vie civile? Ouais. Et justement, ça, quand j'ai repris le large, quoi, j'ai appris ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien, quoi. Je vivais un peu sur moi-même. J'avais tendance à écarter tous mes copains, quoi. J'ai toujours pensé que beaucoup me comprenaient pas. Puis c'est venu, quoi. Je me suis fait à ce qu'on appelle la vie, à la société. Ça a quand même marqué votre existence, hein, le débarquement. Bien. Ouais, on est tous marqués. Hein. On allait attaquer Calais. C'est en 42, on allait attaquer Calais avec les Rangers, les Américains.
avec les Rangers, les Américains. Oh, tu sais, Eh ben, D'Argentlieu a dit, j'ai pas assez d'hommes, retirez ces hommes. On était partis en mer. On était partis. Les Américains, Pan est revenu. Pan est revenu. Qu'est-ce que vous pensez des On Américains? était partis de Folkestone. les Américains savent se battre. Et Les Rangers américains qui ont fait la pointe de Hood, chapeau, chapeau. Quoi que nous soyons des soi-disant des supermen. Oui, Maurice, oui. Les Américains qui ont fait la pointe de Hood, crois-moi, hein, Ah ouais, c'est les champions. en anglais, hein. C'est les champions. Hein. Ah Faut arriver de, Ouais. par barge, mettre ton canon lance-amarre en position et le faire grimper la falaise. As-tu vu les tombes? As-tu vu les tombes des Américains? Ils sont 10 000 dans ce cimetière-là. Je compte pas les autres, quoi. Hein, c'est quand même, quand on va tous les voir, quand même, là-bas, hein, dans les cimetières. Hein? C'est quand même quelque chose, quand même, hein? Hein? C'est quelque chose de voir, ils ont tous 20 ans. Hein? Puis il y en a. Hein. Il y en a un peu, hein? Moi, je pleure pas, parce que je peux pas pleurer. Mais ça me fait de la peine antérieure, ça me fait de la peine, vous savez, je peux pas vous dire, mais c'est une drôle de peine. Vous savez, eh ben, je dors pas de la nuit, moi, quand je pense à ça, moi. Je dors pas de la nuit. Je peux pas dormir de la nuit, je peux pas. Quand je pense à ces gars-là, des fois on y pense, à ces gars-là qui sont morts, là, comme ça. Ici, on est en face de la tombe de Renaud, qui est un garçon qui avait 20 ans, il était à l'équipe Kegen, et qui est on en a eu 2 ou 3, qui est parti disant, il est parti parce qu'il était de l'unité et qui pensait qu'il ne pouvait pas lâcher ses camarades, mais il savait, enfin il l'avait dit souvent de fois qu'il mourrait. Et il a mis ses affaires en ordre en Angleterre. Il s'était marié quelques semaines avant de partir, parce qu'il trouvait qu'il devait le faire. Et effectivement, à 8h30 du matin, il était tué d'une volée de mitrailleuse. Par contre, ici, on a une stèle où il est indiqué que c'est un soldat inconnu, c'est peut-être un Français. Des corps comme celui du docteur Lyon, par exemple, n'ont jamais été retrouvés. Il avait été enterré vraisemblablement sans papier, et il est peut-être là. Il semble avoir totalement disparu, sauf dans notre souvenir. Vous étiez infirmier, je crois. J'étais infirmier, oui. Vous avez soigné des blessés, bien sûr, des grands blessés. Vous avez vu des camarades mourir, je crois. J'ai soigné des blessés, j'ai vu des camarades mourir, bien sûr. J'ai même vu mon médecin qui est mort à côté de moi en allant chercher un de nos camarades. Ce qui fait que je suis resté seul avec 150 personnes à soigner. Du débarquement lui-même, vous vous en souvenez? Très bien, bien sûr. C'est un des moments, vous savez, c'est comme un peu une carte postale, enfin c'est un cliché, ça s'arrête. Il y a des images dont on se souvient toujours. Lesquelles, par exemple? Par exemple, nous étions au fond du bateau et à 7h du matin, ou à 6h du matin, on nous a fait monter sur le pont et on a vu un très mince trait noir, c'était la côte de France. Ça, c'était une image assez extraordinaire, c'était même peut-être la plus émouvante. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, les canons ne tiraient pas encore, c'était le silence complet. Et puis alors après ça, tout d'un coup, tous les canons des 7000 bateaux se sont mis à tirer.
et nous sommes partis nous échouer sur le sable. Et à ce moment-là, alors ça a été une action très rapide et on était absolument pris dans le mouvement. C'était une sorte d'enfer? D'enfer, non, c'était irréel plutôt. Tout à fait irréel. Alors évidemment, pour ceux qui ont été blessés, c'était peut-être l'enfer, mais enfin moi j'ai eu la chance de ne pas être blessé. Et on voyait des tanks qui brûlaient, on voyait des explosions, des lance-flammes. Ça faisait partie d'une sorte de mythologie. Bon, alors William, on va au bureau, boulevard Excellence. Oui, monsieur. Avant la guerre, qu'est-ce que vous aviez comme formation professionnelle? Avant la guerre, j'étais en classe. Mais votre père avait une usine? Oui, même mon arrière-arrière-grand-père, enfin c'est une usine de famille, une papeterie. Et je travaille toujours dans cette papeterie, avec mes deux frères. Enfin, disons même, c'est une usine de papier, non? Enfin, c'est une usine de papier. Ce sont des usines de papier mince, cigarettes, condensateurs, sachets de thé, papier bible, enfin... Vous en avez plusieurs en France, combien vous en avez? 5. Et par-dessus le marché, vous êtes président-directeur général d'une maison d'édition, hein, de oui, la Table Ronde. L'édition de la Table Ronde. Pour vous, après la guerre, le retour dans la vie civile, ça n'a pas présenté de problème, au fond? Vous avez repris l'affaire de votre père? Oui, ça n'a pas présenté de problème théorique, mais enfin, pratiquement, il y avait une période de réadaptation. Et puis, comme toutes les affaires, il faut les développer, sinon elles meurent. Il y a Gwen Bolloré, président-directeur général et propriétaire de 5 usines. Mais il y a ceux pour qui l'aventure de la vie s'est arrêtée à la libération. Ils ont existé seulement au gré des combats. La vie civile ne leur a apporté que fadeur, aigreur et déception. Pour Gwen Bolloré, l'aventure commençait sur ce petit bateau avec lequel à 17 ans il gagnait l'Angleterre. Mais à la libération, une autre aventure recommençait pour lui, celle des affaires. Gwen Bolloré règne aujourd'hui sur des conseils d'administration et se repose dans son manoir de Bretagne. Pendant ce temps, Gégène Troyard, veilleur de nuit, règne de 19h à 6h du matin sur une fabrique de caravanes. Vous avez de la famille, Gégène? Ben oui, 3 filles et 2 garçons. Tous au collège, c'est Rennes. Hein. Vous gagnez combien par mois à peu près? 80 000, quoi. 85. C'est pas trop désagréable comme travail? Oh, j'ai trouvé l'Amérique. Hein? J'ai trouvé l'Amérique ici. Vous aimez ça? Oui, 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 oui. Le travail de nuit, oui, on a l'habitude. Hein. Au commando, on travaillait la nuit. Hein. Vous savez pas? Vous pouvez allumer. Eh oui. Vous aviez quel âge quand vous avez débarqué en Normandie le 6 juin? Oh ben, 44, je suis dans 17. 17, 27, 37. Vous aviez... Je suis né en 17, 44. Ouais. 25 ans quoi, 27 ans. Ouais. Vous étiez presque parmi les vieux. Ah, j'étais un des plus vieux. Pourquoi? Ah, parce que j'avais déjà fait la bataille de France et puis un peu le Japon. Vous êtes marin de formation? Oui. Oui, j'ai commencé à 14 ans à naviguer. Pourquoi vous avez quitté la marine? Pourquoi vous avez quitté la marine maintenant? Oh ben, quand je suis revenu démobilisé d'Angleterre, j'en avais un peu marre. Hein. J'ai fait 2 fois le tour du monde quand même. J'ai fait le Moyen-Orient, j'ai fait le Pacifique. L'entraînement au commando anglais avec Nakari en Écosse, et puis... Vous avez envie de vous... Fed up, comme ils disent les Anglais. Hein. Fatigué. Vous avez envie de vous fixer, quoi. Comment? Vous avez envie de vous fixer? Bah, je me suis marié à la Libération, alors j'ai pas voulu la quitter, quoi. Ma Bretonne. Vous en souvenez bien de ce jour du 6 juin 44? Oui, 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 oui. Oui, oui. Et oui et non. Oh, chacun a sa... Je me rappelle pas avoir été mouillé, pourtant j'ai sauté à l'eau. Et j'ai demandé à des copains après, ils m'ont dit, te rappelles-tu avoir été mouillé? Ils m'ont dit non, pourtant on était tous trempés. Hein. Il faisait une lame terrible là. Enfin. Ça se refait pas 2 fois.
Ouais. Et pourtant, on a fait la Hollande après. On dit ça, quoi. Vous avez eu peur? Oui, le 7. Le 7, oui. Ouais, le 7, quand ils ont contre-attaqué, là. Celui qui n'a pas eu peur, il ment, hein. Ouais, le 7. Évidemment que tous sont une situation très particulière. Il y en a qui ont une bonne situation, d'autres une moins bonne, etc. Oui, oui, oh bah. Avec les riches, avec les pauvres, vous entendez la même chose. Oh, pareil. Pareil. Oui, oui. Quand des copains viennent nous voir, s'ils sont ferrés, ben... On fait une petite java, quoi, on se rappelle un peu, et puis... De toute façon, tous les ans, au 6 juin, on se revoit. Et... Aucune arrière-pensée, hein. Aucune. On est heureux d'être là, c'est déjà pas mal. On est avec Sursip, hein. Vous avez du plaisir à revoir tous ces amis? Oui, toujours. Toujours, malgré qu'on soit très dissemblables, mais je crois qu'il y a des liens tels qu'on arrive toujours à trouver des points de contact et d'entente. T'as une tête de mule, hein. Tu voulais le couper en longueur, moi je veux le couper en largeur. Avez-vous un marteau, là? C'est plus facile. Ici, un métaux. Bah, donne-lui des machins. Mais je l'ai, il est dans la poche. Mais donne-moi la queue là. Envoie la queue là. là. Hein, voilà, envoie la queue là. Ça c'est bien. Ça. Merci, allez. Merci, bravo. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Chaque année, le 6 juin, ces hommes qui n'auraient rien à se dire s'ils n'avaient débarqué ensemble se retrouvent à Ouistreham, au restaurant de Madame Mousset, à quelques mètres de la plage où il y a 25 ans, ils ne formaient qu'un seul homme, avec la même foi, la même aspiration, le même esprit de sacrifice. Ah ben moi je vais vous dire franchement, pour moi De Gaulle, je connais pas. Oui, mais ça c'est Bon, autre chose. mais ça, Non, pour dire, pour la guerre, Oui. je connais pas. Bon, mais moi je suis de ton avis, absolument sur le. Je connais pas pour la guerre, Bon. pour le départ, je suis un des premiers, hein, chez De Gaulle. Moi j'ai eu affaire à un muselier. De Gaulle est un homme politique, c'est pas un militaire. Alors, Non, il a été il n'a jamais tiré un fusil de sa vie. Bien. Bon pour tout le monde, Il il a était défendu aussi bon. le rapport. On n'est pas là pour parler de ça. Napoléon, hein. De Ceci toute étant façon, dit, il a le droit de dire ce qu'il veut, Maurice. Pour l'instant, on ne le voit pas là. Bon, vive le roi. bien sûr, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ceci étant dit, nous, on est un peu dans la position des anciens combattants de la guerre de 14, c'est-à-dire que les jeunes, ils commencent à penser qu'on leur casse les pieds. Quoi. C'est un peu trop long. Mais hein. t'as bien évidemment. Ils ont raison, pareil. C'est Ils ont d'accord. raison. Hein. C'est d'accord. Ou alors, Ils ont raison de leur point de vue, mais nous, on est contents de se retrouver ce soir. Ah non, nous, il y a une certaine c'est tout à fait à part. nous. Mais c'est pour ça qu'on est entre nous et qu'ils sont pas là, et puis qu'on est content d'être là. Et en même temps, je suis extrêmement surpris. J'ai à peu près quand même 5 à 6 lettres par mois de type extrêmement jeunes qui sont passionnément intéressés par la dernière guerre, qui demandent des détails d'uniforme, d'armement. C'est absolument extraordinaire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça me l'oreille? Alors réponds-moi franchement là-dessus. Les Français sont dirigés par les gaullistes. Bon, d'accord. Mais réponds-moi franchement, pourquoi je reçois avec mon adresse exacte et tout. Une mouche. Hein? Il y a une mouche. Que je ne fais pas partie de l'association des Français libres? Parce que J'en fais pas partie du tout. Parce que tu veux pas. J'en ai jamais fait partie. Mais ça, c'est l'État policier. Aïe, t'as encore raison, voilà. Ça va. Alors t'es un gaulliste comme... Gaulliste, je crois pas. Je crois pas. Oh non, faut déconner quand même, alors. Écoutez, Ouais, jeune homme, laissez-moi tranquille, vous tu te fous la expliquer. paix, puis c'est tout. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous êtes ivre. Premièrement, vous êtes ivre. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors moi, je ne fais pas partie des Français libres. Oui. J'en fais pas partie du tout. J'en ai jamais fait partie. Et ils ont- pourquoi je reçois pour aller costumer, cravater, c'est-à-dire que François Ier qu'on a lu le guignol là, sur le journal, Ils ont besoin de te noyauter pour en avoir ta guignol avec voix. ta petite tête, on te reconnaissait bien là. Il y ont- avait des grosses têtes autour de toi. Ils ont besoin de te Ah, noyauter t'étais pour avoir ta voix. reconnaissable, crois-moi. Alors, j'étais en Afrique encore. les avions, ils arrivaient. Oh, on a pourvu qu'ils fixent des bombes là-dessus. Quand tout d'un coup, les bombes tombaient. Dakar, Ça flambait, il y avait du Porto, il y avait du rhum, il y avait... Alors aussitôt on partait nous. Le bidon au-dessus. La turlute.
on venait à bord, ça m'embête de tous les bords. Hein. Le flic anglais, il franchit. Das finish, yes, come on. Alors l'anglais venait à bord, les flics. On les a ressouillés, ils se couchaient, on leur prenait leur tête, on leur mettait sur le crâne anglais. Oh, t'aurais vu la rigolade. On était embêtés avec les barbelés là. Il a fallu se coucher dessus. Il y en a un qui a coupé directement, on a dit on passe dedans. Il y avait écrit Hartug Minen, puis on dit on s'en fout Hartug Minen, on va pas se faire descendre là. On a traversé, on n'a pas sauté parce que c'était des télermines. Vraiment pour les tanks. Alors nous, on a passé dessus, on n'a pas sauté. Tous les gars, ils s'étaient retirés dans les villas pour nous tirer dessus. Là. Tous les Allemands s'étaient retirés dans les villas. Là. Ils étaient aux fenêtres, il y avait des cheminées énormes, là. Il y en avait des villas qui avaient des cheminées énormes, ils s'étaient foutus dedans. Il y en avait en bras de chemise, ils ont balancé des grenades en bas là. Ah, le blocos. Comme s'il était à la manœuvre. Avec leur ouais, chemise le faux blocos. Le faux blocos. Ouais, le faux blocos qui avait du gazon sur le dessus, là. Qui n'avait pas été repéré par la RAF, là. Si on est passé, c'est uniquement parce qu'on leur a donné beaucoup trop de cibles à la fois. À un moment, on ne peut plus tirer sur tout. Alors il y en a qui passent et puis il y en a qui ne passent pas. Et ils étaient incapables de... c'est ça la vraie raison. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui.